Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 11 septembre. Sultana Khaya dénonce les crimes coloniaux marocains depuis le Parlement français. La militante sahraoui est à Paris en tant qu'invitée d'honneur à la fête de l'humanité. Oran, dans l'ouest algérien, accueille le forum intergénérationnel pour le soutien à l'action arabe commune, avec la participation notamment de hauts responsables et des militants de la société civile de 19 pays arabes. Dans le conflit russo-ukrainien, Kiev affirme avoir repris ces derniers jours de nombreuses localités. La défense russe annonce plutôt un regroupement de ses troupes au moment où la centrale nucléaire de Zaporijia est à l'arrêt. Et au Royaume-Uni, le cercueil de la reine Elisabeth II arrive à Édimbourg, la capitale écossaise, avant d'effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles prévues le 19 septembre. Bonsoir à tous. La question sahraoui plaidée en France depuis la tribune du Parlement français. La militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya, accompagnée du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, a dénoncé les crimes coloniaux marocains et dévoilé les graves violations des droits de l'homme. Sultana Khaya est à Paris en tant qu'invitée d'honneur à la fête de l'humanité. Souad Ben Batouche. Son seul tort est celui d'avoir choisi de défendre pacifiquement la lutte de son peuple pour son autodétermination. Accompagné du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, Sultana Khaya n'a pas manqué de dévoiler au grand jour les pires violations subies par l'occupant marocain. État de siège, tentative d'assassinat et toutes sortes de tortures. À un moment donné, pour nous intimider et tirer les drapeaux policiers, ils venaient avec des grilles. Ces révélations, elle les fait alors qu'elle est conviée à Paris en tant qu'invitée d'honneur par le Parlement français à l'occasion de la Fête de l'Humanité. La militante et présidente de l'Association sahraoui de défense des droits humains est aussi présente au forum annuel des associations. L'événement voit également la participation aux forces de la diaspora sahraoui, le signe de l'engagement et de la détermination des Sahraouis pour leur indépendance du joug colonial marocain, un message fort en direction de Rabat, alors que les médias proches du Palais Royal ont critiqué l'accueil réservé par le Parlement français aux dirigeants sahraouis, et ce dans un moment où les relations entre le Marzen et Paris sont glaciales. Et pendant ce temps, les violations et les provocations se poursuivent de la part de l'occupant marocain. La République arabe sahraoui démocratique a appelé les organisateurs du Rallye Africa Eco Race 2022 à s'abstenir de violer la légalité internationale en parcourant le territoire sahraoui, les tenant pour responsables des conséquences qui pourrait en résulter pour cette édition programmée mi-octobre. La RASD a tenu à rappeler la teneur de son communiqué du 19 novembre 2020 déclarant zone de guerre l'ensemble du territoire de la République sahraoui, y compris ses espaces terrestres, maritimes et aériens. Et pour évoquer justement le dossier du Sahara occidental, est avec nous El-Kanti Bella, journaliste et militant sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors la militante sahraoui et ex-condamnée par le régime marocain est reçue à Paris en tant qu'invitée d'honneur à la fête de l'humanité. Il s'agit là d'un message fort pour la question sahraoui. Oui, tout à fait. À considérer que Sultana Khaya est un symbole de la résistance à la fois des Sahraouis et particulièrement des femmes sahraouis dans les territoires occupés. Cette dame a été emmurée vivante
pendant plus d'un an et demi dans sa maison sans pouvoir sortir, avec toutes les brimades, les tortures que les autorités marocaines lui ont fait subir, Oui. y compris une tentative d'assassinat. Finalement, elle a pu sortir et elle a entrepris un périple de dénonciation et de tout ce que endurent les Sahraouis et particulièrement les femmes dans les territoires occupés. Elle avait passé à Bruxelles pour en témoigner devant les députés européennes. Elle avait témoigné en Espagne. Aujourd'hui, c'est le tour de la France. Elle a été accueillie très fortement par la diaspora sahraoui. Elle a pu participer à de nombreuses activités. Elle a été accueillie en invitée d'honneur à la fête de l'UMA à Paris. Et donc, La position de la France qui reste un petit peu mitigée. mitigée, Monsieur Balla, si vous le permettez. La position de la France reste un petit peu mitigée sur ce dossier. La France, à n'en pas douter, soutient clairement le Maroc, malgré le fait que officiellement pérore partout qu'elle est pour le droit international. En réalité, elle soutient le Maroc au sein du Conseil de sécurité, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pendant 20 ans, le conflit sahraoui a été gelé sans pour autant parvenir à une consultation référendaire. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus simple à organiser et pour en finir définitivement avec ce conflit qui pourtant est un conflit de décolonisation classique envers lequel la doctrine de l'ONU est parfaitement claire. Très bien. Et pendant ce temps, Monsieur Balla, le Maroc annonce l'organisation d'un rallye aux dépens des territoires sahraouis, un rallye de toutes les controverses puisque il traverse des territoires illégaux. C'est une provocation. Les Sahraouis sont habitués aux agissements de ces raideurs, comme ils se nomment, depuis le Paris-Dakar, d'ailleurs, qui a fini par comprendre que passer par le Sahara occidental, un territoire occupé, est une entreprise complètement immorale, illégale et dangereuse, non pas pour le peuple sahraoui auquel il n'en a rien à faire, mais pour l'image des entreprises participantes et pour aussi la sécurité des participants et leurs familles. Finalement, quelques irréductibles de ce Paris-Dakar ont décidé de continuer leur aventure dans le Sahara occidental au mépris du droit international. Eh bien, le Front Polisario n'a cessé de dénoncer et de condamner cette entreprise parce que justement, elle participe aux objectifs de l'occupation marocaine. Ça veut dire invisibiliser la lutte du peuple sahraoui et en même temps normaliser avec cette occupation, pourtant une occupation abjecte, qui fait souffrir et endurer le peuple sahraoui le pire des calamités. Dernière question, Monsieur Balla. La date retenue pour ce rallye n'est pas fortuite, n'est-ce pas? Pas du tout, c'est le 16 octobre, un jour extraordinaire pour le peuple sahraoui. C'est le jour où la Cour internationale de justice avait déclaré le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et déclaré également dans son avis juridique que le Sahara occidental n'a jamais relevé de la souveraineté du Maroc, ne relève pas de la souveraineté du Maroc et il faut appliquer le droit à l'autodétermination. Voilà que ces va-t-en-guerre de ce raid choisissent le 16 octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une sorte de provocation du peuple sahraoui qui évidemment ne passera pas sans conséquence. Alkanteh Balla, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et militant sahraoui. Je vous en parlais en titre, le forum intergénérationnel pour le soutien à l'Action arabe commune s'est ouvert ce dimanche à Oran, dans l'ouest algérien, avec la participation de hauts responsables et des militants de la société civile, ainsi que des influenceurs et des personnalités académiques de 19 pays arabes. Jusqu'au 15 septembre, les débats porteront notamment sur des questions primordiales qui se posent à la nation arabe, notamment les sécurités énergétiques, alimentaires, sécuritaires et les changements climatiques. Les détails avec notre envoyé spécial à Oran, Sofiane Baroudi. Le forum de la société civile pour la continuité des générations a été ouvert aujourd'hui à Oran par le président de l'Observatoire national de la société civile algérienne, Abdelrahman Hamzaoui.
en présence d'un parterre de personnalités. Une forte participation internationale a marqué cet événement. Les hôtes de l'Algérie, venus de tous les horizons du grand monde arabe, ont salué à l'unanimité cette première initiative comme étant nécessaire et salutaire dans une conjoncture internationale complexe. L'objectif principal étant l'optimisation de l'action arabe commune et son renforcement par les acteurs de la société civile dans une logique participative et inclusive. C'est une excellente initiative, c'est une initiative très importante parce qu'il y a une prise de conscience de la part d'abord de l'Algérie, le pays qui sera l'hôte de prochains sommets arabes, mais aussi une prise de conscience générale du rôle croissant de la société civile, des acteurs de la société civile pour être des parties prenantes des acteurs dans les prises de décision concernant à la fois les questions nationales mais aussi les questions régionales qui relèvent bien sûr de la Ligue arabe. Donc aujourd'hui on a une implication, une volonté d'impliquer la société civile dans justement à la fois d'abord la conception, la perception de ces menaces, mais aussi participer dans une contribution de trouver une issue à ces défis et menaces. Une allocution a été prononcée au nom du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger par l'envoyé spécial chargé du monde arabe, l'ambassadeur Nordin Aouam. Il a dans son propos abordé l'adéquation entre l'initiative de l'organisation de ce forum en vertu du pacte arabe des organisations de la société civile 2016-2026 qui a été adopté par l'organisation régionale. Les travaux du Forum de la société civile pour la continuité entre les générations seront consacrés à plusieurs thématiques capitales pour l'avenir de l'action arabe conjointe. À ce propos, le prochain sommet arabe d'Alger sera une occasion pour donner une nouvelle impulsion à l'action commune et concertée dans une perspective d'union et de développement. L'Algérie est bien posée afin d'inviter tous les États arabes. C'est un pays qui est neutre vis-à-vis des axes arabes. Donc l'Algérie n'est pas impliquée dans des conflits interarabes. Donc elle a une position très respectable. Ajoutons à tout cela évidemment le patrimoine et le côté symbolique. Le 1er novembre, c'est le jour du déclenchement de la révolution algérienne, donc il y a le respect total et il y a cette neutralité, donc l'Algérie pourrait beaucoup faire. Je pense que ce sera un sommet historique pour les peuples arabes. L'ouverture du premier forum arabe de la société civile a eu lieu dans une atmosphère de fraternité. Elle a été marquée par une volonté affichée pour une avancée commune au service des peuples de la région. En Palestine occupée à présent, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa ce dimanche, encadrée par les forces sionistes. Les occupants se sentent incrustés par la porte des Maghrébins dans l'objectif de réaliser des rituels talmudiques et des marches provocatrices sur l'esplanade. Amin Touta. Sous une haute protection policière sioniste, des groupes de colons ont occupé ce matin la mosquée d'Al-Aqsa, selon l'agence palestinienne Wafa. Une démonstration de plus qui coïncide avec les fêtes juives et qui s'ajoute à des faits similaires quotidiens dont l'administration religieuse d'Al-Quds n'a pas manqué de condamner. Certains militants de la droite sioniste ont plaidé en faveur de la destruction du complexe de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple, en cherchant à obtenir le soutien nécessaire afin d'appuyer la judaïsation du site. Ces atteintes successives ne se sont pas limitées à Al-Aqsa. Selon la même source, des groupes de colons ont également envahi ce dimanche la mosquée Al-Ibrahimi à Al-Khalil. Jugeant les faits comme un crime de profanation sous protection complice de l'occupation, les instances religieuses palestiniennes ont exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à mettre fin à ces violations. Des atteintes et des agressions qui compromettent une fois de plus le processus politique et le droit légitime du peuple palestinien sur ces terres, avec comme capitale Al-Quds. Au Tchad, à présent, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a affirmé hier soir que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au dialogue de réconciliation nationale. Le dialogue censé s'achever le 20 septembre a été prolongé d'au moins 10 jours en raison de nombreuses interruptions.
Dans l'actualité africaine également, l'Union africaine a annoncé hier avoir prolongé le mandat de l'envoyé spécial dans la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, chargé de poursuivre les efforts de paix en Éthiopie, alors que les combats ont repris fin août. Plusieurs efforts diplomatiques sont en cours pour trouver une résolution pacifique au conflit après que la reprise des combats dans le nord de l'Éthiopie le mois dernier a brisé une trêve établie en mars. Dans l'actualité également, les Américains commémorent ce dimanche les attentats du 11 septembre. Il y a 21 ans, le terrorisme frappait en plein cœur de New York. Les tours jumelles du World Trade Center prenaient feu suite à un attentat terroriste imputé à Al-Qaïda. Le choc a été immense. C'est la première fois que les États-Unis sont des victimes d'attaques terroristes sur leur territoire. Les relations internationales ne seront plus jamais les mêmes et surtout la politique étrangère américaine, le monde arabo-musulman paiera par le prix fort. Mamdouh Habbasi, politologue et chercheur égyptien. Après la chute de l'Union soviétique, il y avait un besoin de créer un nouvel ennemi, en l'occurrence le terrorisme. La région arabe et le monde musulman étaient le mieux placés pour le qualifier ainsi pour la stratégie américaine, car c'est la région la moins démocratique dans le monde entier. Le terrorisme d'Israël, par exemple, ils ne le considèrent pas comme terrorisme, donc c'est une politique qui leur donne droit de dévier toutes les causes. Dans le conflit russo-ukrainien présent, alors que Kiev a affirmé avoir repris ces derniers jours de nombreuses localités, la défense russe a annoncé un regroupement de troupes situées dans la région de Kharkov afin d'intensifier les efforts dans la direction de Donetsk. Par ailleurs, d'importants mouvements de population ont été observés dans la région. Et le dernier des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia qui restait fonctionnel, a été mis à l'arrêt. Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement. De son côté, l'AIEA a annoncé avoir reconnecté la centrale nucléaire via une ligne d'électricité de secours. Neila Hamouda. Le sort de la centrale nucléaire de Zaporijia a fini par donner des sueurs froides aux Occidentaux. Le 6e et dernier réacteur en fonctionnement de la plus grande centrale d'Europe, contrôlé par les forces russes depuis début mars, ne produit plus la moindre énergie. Cet arrêt total permettra le maintien du refroidissement des réacteurs et éviter un accident nucléaire. Il est judicieux de rappeler qu'un réacteur nucléaire dégage de la chaleur, qu'il soit en marche ou à l'arrêt. Il faut donc le refroidir et pour ce faire, ça nécessite de l'électricité. Mais il faut éviter d'utiliser celle produite par la centrale elle-même. À cet effet, l'AIEA annonce le rétablissement d'une ligne électrique de secours à Zaporijia. La présence des inspecteurs de l'AIEA dans la centrale nucléaire de Zaporijia ne semble pas apaiser les tensions. Toujours au cœur d'affrontements, le site est scruté avec la plus grande minutie, face aux craintes d'accidents nucléaires. Depuis des semaines, la confusion règne autour de ce complexe qui a été visé par de multiples frappes dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. La déconnexion du réseau électrique de la centrale nucléaire de Zaporijia a engendré la coupure totale de l'électricité pour les habitants ukrainiens. Cette centrale produit annuellement environ 6 000 mégawatts, ce qui est suffisant pour les besoins de 4 millions d'habitants. Elle répond à environ 30% des besoins en électricité du pays, y compris les usines, les entreprises et les moyens de transport. Pour rappel, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a publié un rapport sur la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Elle a demandé la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire selon l'autorité onusienne. Moscou a déclaré à son tour que le rapport ne mentionnait pas le bombardement effectué par les forces ukrainiennes sur la centrale nucléaire en raison des pressions exercées par Washington sur les responsables de l'agence. La partie russe a également accusé à plusieurs reprises Kiev d'avoir bombardé la centrale et a souligné que malgré la présence de 2 inspecteurs de l'AIEA, les forces ukrainiennes avaient tenté de s'en emparer.
Je vous le disais en titre, le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté ce dimanche la résidence royale de Balmoral, où la souveraine a rendu son dernier souffle après un voyage de 300 km parcouru en 6 heures. Le corbillard est arrivé à Édimbourg, la capitale écossaise. La dépouille de la reine passera la nuit au palais d'Holyrood House avant d'effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles prévues le 19 septembre. Souila Akilal. Il régnait comme une atmosphère solennelle ce dimanche au Royaume-Uni. 3 jours après son décès, la reine Elisabeth II a entamé son dernier voyage. Sous un soleil écossais, le corbillard vitré transportant le cercueil de chêne recouvert de l'étendard royal écossais a franchi les portes de Balmoral, résidence préférée de la défunte reine, pour un périple à travers la campagne écossaise à destination d'Édimbourg. La princesse Anne, fille de la souveraine, faisait partie du convoi. Avant d'arriver à destination, le corbillard royal a d'abord traversé le village voisin de Ballater. Il est ensuite passé par Aberdeen et Dundee, respectivement 3e et 4e ville d'Écosse, avant de rejoindre la capitale écossaise. Tout au long du parcours, des milliers de personnes se sont massées dans un silence recueilli pour rendre hommage à leur souveraine. Des fleurs ont été lancées au passage du convoi, comme un dernier adieu. Après 6 heures de route, le convoi royal est arrivé au palais d'Holyrood, résidence officielle du monarque en Écosse, où la dépouille de la reine passera la nuit. Le cercueil reposera ensuite 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles, où aura lieu un service religieux et une veillée funèbre. Mardi soir, le cercueil de la reine sera transporté par avion à Londres pour ses funérailles d'État le 19 septembre. Au moment où le cercueil de la reine traversait l'Écosse, son fils Charles III a été proclamé roi à Édimbourg, Cardiff et Belfast. 21 coups de canon ont été tirés dans les 3 villes. Et au même moment également, le roi Charles III a été officiellement nommé ce dimanche monarque de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande lors de cérémonies se tenant dans ces 2 pays pour marquer son accession au trône. Ces 2 anciennes colonies britanniques sont indépendantes depuis des décennies mais conservent le monarque comme chef d'État. Direction la Suède, où le parti des démocrates nationalistes et anti-système pourrait bien se retrouver dans la majorité si la droite venait à remporter les élections législatives de ce dimanche. La gauche est pour la première fois menacée par l'alliance des droites. Iman Merad. Les citoyens suédois se sont présentés ce dimanche en septembre aux différents bureaux de vote pour les élections législatives. Des élections qui pourraient signer le retour de la droite au pouvoir avec une inédite alliance entre la droite et l'extrême droite. La première ministre sortante Magdalena Andersson, première chef du gouvernement dans l'un des pays les plus féministes au monde, âgée de 55 ans, est arrivée à son poste avec l'objectif de redresser son camp en vue des élections et de mener la candidature historique de son pays à l'OTAN. De son côté, le leader de l'extrême droite, Jimmy Åkesson, 58 ans, doit prouver que la nouvelle alliance historique serait payante pour son camp. Le chef du parti conservateur des modérés en est à sa seconde tentative pour devenir chef du gouvernement. Après les précédentes élections de 2018, Jimmy Åkesson avait raté sa tentative acrobatique de s'assurer à la fois du soutien des nationalistes des démocrates de Suède ainsi que des petits partis de centre droit. Une alliance historique des modérés. 1 an plus tard, pour la première fois, il envisagea de discuter avec les nationalistes démocrates de Suède. Ses détracteurs lui reprochent tout de même ce pacte qui, selon eux, va à l'encontre de ses positions. Le parti nationaliste et anti-immigration semble, selon les derniers sondages, sur le point de se hisser à la 2e place. Un fait inédit, un classement jamais atteint qui permettrait de former un nouveau bloc des droites. La victoire de la droite secondée par l'extrême droite ouvrirait une nouvelle ère politique pour la Suède, qui doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier prochain et mettre au point sa candidature historique à l'OTAN. Par ailleurs, une nouvelle victoire de la gauche anéantirait le plan de l'alliance de la droite et de l'extrême droite, qui resteraient toutes 2 impuissantes dans l'opposition.
Le 11 septembre, une date chargée d'histoire au Chili, celui de 1973, ce jour où le peuple assistait impuissant à un coup d'État dont la victime principale n'est autre que le président élu 3 ans plus tôt en la personne de Salvador Allende. Une plaie qui a du mal à cicatriser auprès des Chiliens, malgré les années, eux, en quête d'une réconciliation nationale à la fois proche et délicate. Karim Bouaziz. Il y a des calmes trompeurs, des silences inquiétants. Tout commence vers les coups de 6 heures du matin lorsque les services de renseignement militaires chiliens neutralisent les communications de la province de Valparaíso. Le coup d'État est lancé au Chili en ce jour de septembre 1973. Au palais présidentiel de la Moneda, quand le président Salvador Allende se réveille 1 heure plus tard, il est trop tard. La capitale est déjà passée sous le contrôle des militaires. Dans une tentative désespérée, celui qui fut élu démocratiquement 3 ans plus tôt s'adresse à la nation et annonce sa volonté de défendre le peuple coûte que coûte. Son premier cercle, lui, songe surtout à sa sécurité. Un avion est mis à sa disposition pour quitter le pays. Il refusera pourtant de fuir. Le ciel vrombit et l'asphalte secoué. Tanks et avions militaires ciblent le palais. La garde d'Allende résiste. Le reste n'est que débat d'historiens. Officiellement, Salvador Allende se serait suicidé. Le putsch, en tout cas, triomphe. Fin d'une utopie socialiste de 3 ans, début d'une nuit de vin. À travers le monde, l'événement, malgré quelques signes avant-coureurs, soulève l'émoi. En effet, jusque-là, le pays du cône sud-américain était considéré comme le plus démocratique, assorti d'une armée légaliste. Allende lui-même, médecin de formation, est vu comme un socialiste modéré. Sa base électorale est diverse, avec un vivier important de démocrates chrétiens. Surtout que durant son mandat de 1970 à 1973, la Constitution est scrupuleusement respectée. Mais ce qui met le feu aux poudres est la politique de nationalisation économique. Cuivre, sidérurgie et hausse des salaires met le patronat en furie. Avec les baisses des cours mondiaux, les États-Unis appellent au boycott du pays. Des pénuries se font jour ainsi que des sabotages délibérés d'unités de production. Sont suivis des grèves de camionneurs qui marquent un durcissement de la droite. La crise, telle une gangrène, se répand à tous les échelons. L'armée devient même un lieu de complot. Un homme en tri se démarque, le général Pinochet, visage carnassier, caricaturellement chaussé de lunettes noires. Sous l'ombre des États-Unis, c'est lui qui fera chuter Salvador Allende le 11 septembre 1973. Répression sanglante et durable s'abat sans limite. Le Parlement est dissous, les libertés syndicales suspendues, les partis politiques et la presse muselée. Combien de morts, de disparus et d'exilés? Les chiffres aujourd'hui divergent en fonction des interrogés. Il serait des dizaines de milliers. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et pourtant le Chili a du mal à panser ses blessures. En effet, un projet de constitution visant à remplacer le texte hérité des années de la dictature de Pinochet a été rejeté il y a quelques jours à plus de 62%. L'ombre de Pinochet et son pendant de politique néolibérale continuent à planer sur une société plus morcelée qu'elle n'y paraît. Et pour finir, parlons sport et Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie disputé ce dimanche sur le circuit de Monza où un hommage a été rendu à la reine Elisabeth II. Ce Grand Prix a été marqué par la 11e victoire de la saison pour Max Verstappen et sa toute première en Italie. Il a pourtant démarré la course depuis la 7e position après une pénalité. Le Néerlandais a terminé la course devant les Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de George Russell, la course qui s'est terminée sous safety car. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes et réseaux sociaux en scannant le QR code qui apparaît en bas de votre écran. Excellente soirée.